À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. 4 ans de gouvernance sous le régime Talon, que de chantiers ouverts à chaque domaine, sa série de réformes et d'innovations. 100% Bénin. Mesdames, messieurs, le numéro du jour voudrait lever un coin de voile sur les défis relevés au plan politique sous la coupole du chantre du nouveau départ. Ce sera à travers le regard croisé d'un politique et d'un politiste. Thème en débat, gouvernance Talon. 4 ans après, une expérience politique inédite à rééditer. Le débat, c'est avec Mathieu Coco, acteur politique, soutien du régime au pouvoir. Il est membre de l'UP, l'Union progressiste. Mathieu Coco, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est à nous aussi de vous remercier. Sachez-le. Et c'est un plaisir pour nous de retrouver encore ce plateau. Franchement, le plaisir est partagé. Ça fait vraiment un moment par ici. En face de vous, pour cet instant décryptage, un universitaire. Il n'est plus à présenter, Nathaniel Kitty. Politis, il est enseignant, chercheur en sciences politiques. Un regard souvent critique sur les faits et gestes. Assez de contributions aussi. Merci d'être à notre compagnie ce matin, Nathaniel Kitty. Bonjour Joël, bonjour chers amis téléspectateurs. Prenez bien soin de vous en cette période de pandémie de coronavirus. Oui, merci. On en a besoin. Solidarité agissante, le respect du strict minimum imposé aujourd'hui au Bénin, que tous respectent les consignes et ensemble on pourra triompher de l'hydre, on peut le dire, mesdames, messieurs. Il y a 4 ans, il prenait les rênes du Bénin, Patrice Talon, l'actuel locataire du palais de la Marina. Une prise de commande dans une ambiance particulièrement euphorique qu'on n'oubliera pas de sitôt. À 7 heures de grand bilan. Alors, que peut-on dire? Je vais me retourner vers Mathieu Coco. Une question, mais en même temps, comme on le dit, avec ses pics. Alors, un anniversaire douloureux pour vous? Du tout pas. Alors, c'est pas un anniversaire douloureux. Vous savez très bien que le président Patrice Talon prenait le pouvoir, les rênes de notre pays dans des situations beaucoup particulières, l'économie, l'état de droit et tout le reste. Vous savez à quel niveau on était quand il prenait le pouvoir. À la date d'aujourd'hui, 4 ans après, plusieurs chantiers sont là dans beaucoup de domaines, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Et je crois que le président de la République est en train de tenir tout ce qu'il a d'abord annoncé dans son discours d'investiture et aussi à travers son programme, le programme d'action de gouvernement qui a été annoncé et qu'il est en train de travailler avec beaucoup de méthodes et de rigueur. Et les résultats sont là. Vous avez dit tout à l'heure si c'est un exploit à rééditer. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple béninois est en train de répondre à cette question. Il suffit de les interroger, vous aurez la réponse. Alors, quel est le sentiment qui vous anime à 7 heures d'anniversaire? De satisfaction totale. Je crois que le chef de l'État, il s'est armé non seulement de courage, mais il s'est donné le moyen d'atteindre les objectifs qu'il a annoncés. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que nous pouvons bomber le torse et dire que nous sommes un soutien du président de la République. Merci à vous et bienvenue une fois encore, Nathaniel Kitty. Oui, qu'est-ce que le temps passe si vite. 6 avril 2016, on se rappelle comme si c'était hier. Joie, euphorie, rêve. 6 avril 2020. Alors l'universitaire, à l'arrivée, dit quoi? Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait au regard des résultats que je vois. Je ne suis pas dans la démagogie. Je suis dans l'enseignement et dans les recherches. Lorsque vous m'aviez dit que nous allons faire cet exercice, oui, je suis allé chercher ce document. C'est lequel pour le téléspectateur? C'est le programme d'action du gouvernement, oui. 2016-2021, la synthèse. Et c'est sur la base de son contenu que je vais me prononcer, en tenant compte de la réalité, pour ne pas verser dans la démagogie et dans la subjectivité. Merci surtout de ne pas verser dans la démagogie. En tout cas, le regard des universités, c'est toujours important pour pouvoir apporter un plus là où il y a peut-être d'un moins et puis savoir aussi saluer ce qui est fait positivement. Alors les chantiers, il y en a
énormément dans tous les domaines, il faut le reconnaître. Celui qui nous réunit ce matin, spécifiquement le domaine politique. Les 6 se fera en 2 volets. Vous ferez d'abord le débat et ensuite je serai là pour vous accompagner. À volonté, je vous demanderai, je commence par vous, Monsieur Koko, sur ce chantier politique, si vous avez apprécié certains volets, spécifiquement, quels sont... On ira sur 3 chantiers ou 3 volets spécifiques au niveau du domaine politique. Quels sont les volets qui vous intéresseraient particulièrement et pour lesquels vous pensez que, franchement, si c'était à refaire, il faut reprendre? Non, ben, il faut reconnaître, comme je le disais tout à l'heure, le président Patrice Talon, il prenait le pouvoir au moment où le paysage politique de notre pays était des plus nauséabondes, si on peut le dire ainsi, hein, parce que déjà les voix s'élevaient, des acteurs majeurs politiques, bien sûr, disaient déjà qu'il fallait réformer ce secteur-là. Et en prenant le pouvoir le 6 avril, dans son discours d'investiture, le chef de l'État a bien souligné que l'un des défis majeurs, c'était en réalité la réforme du système partisan. Et que cette réforme, à la date d'aujourd'hui, c'est au vu de tous les acteurs qui s'impliquent beaucoup plus dans la politique que c'est devenu une réalité. C'est vrai que c'est difficile pour certains de s'y adapter, mais c'est ça, toute réforme suscite toujours des grincements de dents. Et la rupture avec un ancien système pour adopter le nouveau système, il faut du temps peut-être pour que certaines personnes rattrapent donc le mouvement. Aujourd'hui, le secteur politique de notre pays est entièrement réformé. Nous sommes en train d'aller vers une deuxième élection qui aura lieu bientôt dans le mois de mai. Et en dehors de ça, il faut voir le paysage politique même a été reconstitué. A été reconstitué en ce sens que les lois portant donc charte de partis politiques et les différentes lois portant code électoral qui se sont succédées nous ont permis donc de se rendre compte de combien de fois nous étions en arrière sur le plan beaucoup plus partisan. Et pour aller toujours sur le volet donc des réformes politiques, il faut dire que à la date d'aujourd'hui, les partis politiques, c'est-à-dire toutes les dispositions sont prises pour que non seulement les partis politiques de la mouvance puissent se constituer et jouir de leurs droits, mais également les partis politiques de l'opposition. Parce que à travers donc les prochaines élections, on aura donc on connaîtra bientôt donc les partis qui constituent vraiment l'opposition, qui sont ceux-là qui détiendront donc le titre de chef de file de l'opposition, et les subventions qui sont annoncées bien sûr pour les partis politiques. Je crois que c'est autant de choses qui nous ont fait qu'on peut dire comme acquis donc pour le président de la République, et comme il a annoncé, je crois que nous sommes sur le droit chemin. Merci à vous, monsieur Koko. Mathieu, oui, Nathaniel Kitty, sur la question d'abord des réformes, avant de vous écouter, sur des aspects spécifiques qui vous intéresseraient. Oui, la réforme du système partisan, c'était appelé de tout vœu, il faut le souligner. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, réforme du système partisan, on y est. Le regard de l'université. Moi, je pense que la réforme du système partisan est un échec. J'espère que vous allez vous expliquer. Oui, c'est un échec parce que lorsque vous prenez l'article 5 de la Constitution du 11 décembre 1990, même de celle révisée en 2019, vous lisez que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Donc, ils animent la vie politique. Oui. Donc, dans une démocratie, le parti politique est une institution très, très importante. C'est cette institution qui sélectionne les candidats qui iront à la conquête du suffrage pour pouvoir gouverner. C'est cette institution qui forme les militants. Mais il se fait qu'avec la réforme du système partisan, nous avons assisté à la fragilisation des partis politiques. Comment ça?
pour plusieurs raisons. D'abord, en 2019, vous avez les partis politiques de l'opposition qui ont été exclus des élections législatives, alors que les élections permettent d'avoir une bonne idée de l'implantation sur le plan national des partis politiques. Les élections permettent de légitimer les dirigeants, de les sélectionner et de clarifier le paysage politique. Tout à fait, sans vouloir donc, la réforme du système Kitty. partisan, Oui. attendez s'il vous plaît, monsieur le journaliste, ne devrait pas aboutir à l'exclusion des partis politiques. C'est là ma question, des élections. monsieur le professeur. Donc c'est un échec on à ce prend du niveau-là. recul, on est à l'heure du bilan et on se doit de se dire la vérité, on prend du recul et on doit se mirer. Est-ce que ce qui s'est passé, on doit continuer par l'assimiler à de l'exclusion ou à un accident de parcours lié? Non, il n'y a pas un accident de parcours. Parce que, vous voyez, lorsqu'on veut parler du Bénin après 90, Oui. il y a une référence. C'est la conférence nationale. À la conférence nationale, il y a eu un consensus. Et la Cour constitutionnelle, dans plusieurs de ses décisions, est revenue sur ce consensus-là comme fondement de la gestion politique et démocratique de notre pays. Donc, le consensus en matière électorale a été réaffirmé par la Cour constitutionnelle, je pense, en 2010. Mais il s'est fait que ce principe n'a pas été respecté, ce qui a conduit à l'exclusion des partis politiques. Et cette même institution, sous le président Patrice Talon, a rendu une décision qui a été utilisée pour exclure les partis politiques. Donc nous sommes à l'heure du bilan. On ne peut pas faire le bilan sans en parler. Nous sommes en 2020. Il y a les élections municipales qui s'annoncent. Et vous avez constaté encore à ce niveau que des partis politiques ont été exclus de la compétition électorale. Donc, dans le pays depuis 2019, il y a un refus de compétition de la part du gouvernement. Alors que lorsque je vous parlais de ce document que je suis allé chercher, lorsque vous prenez le pilier numéro 1, consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, il est bien clair dedans ce qui devrait être fait et ce à quoi ça doit nous conduire. Ce à quoi ça doit nous conduire, c'est un cadre institutionnel et démocratique plus équilibré. C'est écrit dedans, à travers la revitalisation du système partisan et la modernisation du système électoral. Lorsque les partis politiques sont exclus du processus électoral, il n'y a pas revitalisation du système partisan. C'est bien clair ici. Hein. Monsieur vous pouvez aller chercher les documents et lire. Je vais rappeler, oui. C'est le pilier 1, c'est la stratégique 1 et focus, un cadre institutionnel démocratique plus équilibré. Alors, je vais revenir sur les autres aspects évoqués par vos avis, mais je vais lui donner d'abord la parole. Alors, lorsque l'universitaire pense que ce qui a été vécu, et jusqu'alors nous parlons, est beaucoup plus de l'exclusion que toute autre chose, que voilà la vitalisation de l'arsenal politique du pays promis et même mentionné dans le PAG. Qu'est-ce que vous répondez? Vous savez, je crois que, comme vous l'avez dit, nous sommes à l'heure du bilan et il ne faut plus s'efforcer à tordre le cou à l'histoire ou bien à peindre les choses en noir, parce que depuis un bon moment, le peuple voit. Nous ne sommes plus forcément ceux qui forgent l'opinion du peuple. Donc le peuple voit, il touche de doigt désormais donc les résultats de tout ce qui est en train d'être fait par le président de la République. Donc à force de chercher toujours à tordre le cou, à vouloir peindre ça en noir, le même peuple qui nous observe, s'ils avaient un brin de confiance en nous
hier, à partir de demain, ils vont commencer par douter de nous. Moi, je crois que la réforme du système partisan n'a pas échoué. Parce que l'objectif fixé au départ, c'était, ou bien la remarque qui était déjà là avant que le président Patrice Talon ne prenne le pouvoir, déjà on peut se référer au discours d'investiture du président de l'Assemblée nationale, Adrien Mbouedji, c'était en 2015, que les partis politiques aujourd'hui se comptent dans presque toutes les rues, dans presque chaque commune, et qu'il faut aller vers de grands regroupements. C'était un vœu déjà des politiques avant que le président Patrice Talon ne prenne le pouvoir. Et si, pour accomplir ce vœu, je crois que le président de la République a effectivement lancé son programme d'action du gouvernement, mais sur l'initiative, bien sûr, à l'Assemblée nationale, des lois ont été votées par des politiques. Et que c'était quel Parlement? C'était le Parlement que le président de la République, Patrice Talon, est venu voir en place. Ce sont eux qui ont voté la loi. Ils ont voté une loi sur la charte des partis politiques pour nous dire désormais, pour être parti politique au Bénin, voilà donc les conditions à remplir pour être parti politique. Ça, ce n'est pas Patrice Talon qui l'a dit. Et lorsque la loi a été votée dans un pays, et quand on parle d'équilibre, dans un pays, la loi s'applique à tout le monde. On ne doit pas dire que parce que ceux-ci sont de l'opposition, donc il faut leur faire plus de privilèges, ou bien parce que ceux-ci sont de la mouvance, il faut leur donner plus de privilèges. Ce qui a été fait, il s'est fait que, comme dans toute démocratie, tout changement apporte toujours un peu de difficulté à certaines personnes à se mettre au pas, et c'est ce qui a été fait. Moi, si pour revenir, parce que ce débat, on l'a tellement fait sur ce plateau, le débat de l'exclusion ou de ne pas de l'exclusion, et je disais à l'époque que les gens n'ont pas été exclus, mais les gens ne voulaient pas aller aux élections, parce qu'ils avaient d'autres objectifs peut-être pour affronter le pouvoir en place. Des mois sont passés, on est allé au dialogue politique, et après le dialogue politique, combien de partis aujourd'hui ont la possibilité d'aller aux élections? Ils sont près de 8 à avoir le récépissé pour pouvoir aller aux élections. Mais combien ont réussi à déposer des listes de candidatures? Il y en a qui ont déclaré en même temps qu'ils n'iront pas aux élections. Est-ce que cela veut dire que s'ils avaient le récépissé en 2019, ils iraient aux élections ou ils n'iraient pas aux élections comme ils sont en train de ne pas y aller maintenant? C'est aussi une question. Il ne faut pas continuer à dire qu'il y a eu de l'exclusion. Et lorsqu'on définit les règles, avant même que les dossiers de candidature ne commencent pas à être déposés à la Sénat, le président de la Sénat a rencontré tous les acteurs politiques, tous les partis politiques. Et les conditions, tout a été dit. Et si à l'arrivée, il y a des gens qui ne respectent pas tout ce qui a été dit, les consignes, on va regarder pour dire non. Si on ne les prend pas, on va dire qu'il y a exclusion. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Et je l'ai toujours dit ici, je crois que c'était en face de M. Kitty, que si nous sommes des intellectuels, nous avons l'obligation d'éclairer l'opinion publique. Et continuer toujours de dire que ceux qui n'ont pas réussi à produire des dossiers qu'il faut pour aller aux élections, non, c'est parce qu'on les a exclus. Ce n'est pas honnête. Parce que aucun de ceux qui sont exclus à la date d'aujourd'hui ne vous ont pas dit que nous avons tout respecté. Voici les preuves. Et pourtant, on ne nous a pas pris. Ils ne l'ont dit nulle part. Mais si nous continuons toujours à dire cela, c'est tout comme si nous ne sommes pas en phase même avec ces acteurs politiques. C'est vrai que la Constitution le dit, que les partis politiques concourent à l'animation de la vie politique, je suis d'accord. Mais ceux qui pourront donc effectuer la compétition électorale, ce sont les partis politiques en règle. Oui, on va continuer. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, j'imagine, votre réaction, mais il faut d'abord, vous permettez, vous permettez un peu, oui. Mon rôle voudrait aussi que je restitue certaines choses. Un peu vers la fin, M. Mathieu Koko a souligné que les concernés, aucun n'a pu donner de la voix pour dire que c'est parce qu'ils n'ont pas rempli les formalités. Peut-être qu'ils ont fait économie de vérité, mais on les a suivis, on leur a tendu aussi le micro. Justement, c'est les propos que beaucoup d'entre eux ont tenus, qu'on les a exclus, qu'ils étaient prêts. Et ce discours, on l'a eu encore malheureusement lorsqu'il était question de concourir pour ces communales. Les formations qui ont pu prendre part, ceux qui ont commencé par donner de la voix, disent que non, mais ce qu'on nous reproche aujourd'hui, la Sénat, c'est que si on doit être franc, nous, on devrait pouvoir participer. On a tout fait.
finalement, dans ce jeu de ping-pong, qui dit la vérité? C'est la grosse interrogation que les professionnels des médias, que nous autres sommes, nous posons. À cela, on pourra faire l'arbitrage en d'autres occasions. Continuez le débat pour les éléments que vous voulez relever, vous. Non, je vous ai dit au début que moi, je suis venu avec les preuves. Je ne suis pas dans la démagogie. Oui, c'est ce que vous avez dit. Voilà, je vous l'ai dit au début. Oui, mais votre vis-à-vis a évoqué la question de la responsabilité des formations politiques. Je vous lis ceci. Oui. Toujours l'axe stratégique numéro 1. C'est le bilan. C'est un document du gouvernement. Ce n'est pas mon document. Donc, M. Koko devrait avoir le document sur lui et se prononcer sur la base du contenu. Sur la base du contenu. Il a sorti aussi des aspects. Il ne faut pas verser dans la démagogie. Il faut dire ce qui est. Vous allez donner votre regard sur la question de la responsabilité des acteurs politiques qu'il évoque. Suivez-moi, monsieur. Oui, allez-y. On dit, de plus, d'autres instruments juridiques auront pour objectif de renforcer les institutions de contre-pouvoir. Renforcer les institutions de contre-pouvoir. Parmi les institutions de contre-pouvoir, il y a l'Assemblée nationale. Quel est son état avant l'arrivée du président Talon? Et quelle est sa situation aujourd'hui, 4 ans après? C'est là le bilan. Vous répondez avant l'arrivée du président Talon, vous aviez une Assemblée nationale dans laquelle vous avez tous les tempéraments politiques qui étaient représentés avant son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, 4 ans après, vous avez une Assemblée nationale dans laquelle il y a 2 partis qui soutiennent le chef de l'État qui sont représentés. L'opposition n'y est pas. Est-ce que dans ces conditions-là, on a renforcé les institutions de contre-pouvoir ou bien elles ont été fragilisées? Moi, je tire la conclusion. Les institutions de contre-pouvoir ont été fragilisées. C'est ça le vrai visage aujourd'hui du Bénin. Au-delà de ça, il y a la Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice, ainsi que l'indépendance de la justice. La Cour constitutionnelle aujourd'hui, quelle était sa situation avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon? Quelle est sa situation aujourd'hui? Est-ce que les citoyens continuent de lui faire confiance? On a vu ici, dans ce pays, au moment où le président Patrice Talon est au pouvoir, la Cour constitutionnelle a pris des décisions pour fragiliser davantage l'état de droit. Plusieurs décisions. Fragiliser davantage l'état de droit. On a vu dans ce pays un ancien président qui a été empêché de sortir de chez lui pendant plus de 52 jours. Je pense que la Cour constitutionnelle a été saisie. Elle n'a pas rendu de décision. Or, la Cour constitutionnelle est là pour garantir les libertés publiques et faire respecter les droits de l'homme. L'indépendance de la justice, on n'a pas aujourd'hui dans notre pays. Vous avez suivi le procès à Yavon. Vous avez suivi le procès Métoyon. Vous savez les conditions dans lesquelles la criette a été créée. Et récemment, le procès Lionel Zinsou ainsi que le procès Komi Kouché. C'est parlant. Je ne suis plus tenu d'aller dans les détails. Les faits parlent d'eux-mêmes. Donc, si sur la base de ce document, vous analysez les résultats aujourd'hui, vous vous rendez compte aisément que nous avons dans notre pays un groupe de démagogues qui a pris le pouvoir en 2016 et qui aujourd'hui est en train de fragiliser la démocratie dans notre pays. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans l'essai quand vous utilisez non, je ne suis pas... je vous ai dit que je suis venu avec le document. Avec le document. C'est sur la base du document que je suis en train de me prononcer. Alors moi, je pose la question parce que c'est de notoriété publique et vous l'enseignez souvent à vos apprenants. Aucune œuvre humaine n'est pas faite. Là, vous soulignez des choses qui vous touchent et que vous jugez sur la base du document. Tout à fait, tout à fait. Mais là-dessus, vous irez certainement au-delà.
pour je toucher du doigt, je ne vais pas au-delà. pour toucher du doigt des choses qu'on peut quand même aussi saluer. Je ne vais pas au-delà du document. Je reste collé au document. Je reviens sur le document. L'introduction. L'ambition du président de la République est de faire de son unique mandat. Document présenté par le président de la République. Oui. L'ambition du président de la République est de faire de son unique mandat un quinquennat de relance du développement du pays. Unique. N'oubliez pas, on est sur le terrain politique pour l'instant. Non, attendez. Oui. Unique mandat. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est le chef de l'État. Il a lu, en train de faire son adopté. Mandat. Mais son intervention sur RFI, vous l'avez suivi. Vous l'avez suivi. Non, écoutez, monsieur le journaliste, je pense que la gestion d'un État est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas s'amuser. Oui. Vous allez où là? Il ne faut pas s'amuser. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays dépasse l'entendement humain. Ça dépasse l'entendement humain, étant donné que nous jouons avec les mots et nous rusons avec le peuple. Et c'est suffisamment grave de ruser avec le peuple, alors que le peuple n'est pas bête. Il suit bien. Et je vous ai dit au début que je suis venu avec ce document-là. Quand vous prenez son unique mandat et son intervention... Pour faire le bilan avec vous. 4 ans, oui. Vous faites allusion à quoi? Parce qu'on a tout suivi. Je fais allusion au discours, au contenu du document et à la réalité sur le terrain. Lorsque vous faites la comparaison, vous vous rendez compte que le Bénin a reculé sur ce terrain politique dont vous parlez. Le Bénin a reculé sur ce terrain politique. C'est votre conclusion à ce niveau. Avant de vous relancer, oui, votre vis-à-vis a évoqué des aspects qui, pour lui, sont très importants en lien avec le PAG et qui le laissent plutôt pantois. Bon, je me réjouis, je me réjouis de ce que M. Kitty ne nous dit pas, que c'est ce qui se produit selon lui, qui est écrit dans le document du programme d'action du gouvernement. Ce qui veut dire que l'intention du président de la République n'est pas, par exemple, d'avoir aujourd'hui un Parlement où seulement 2 partis politiques sont représentés. Ce n'est pas son intention, parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans le document que vous avez. Vous êtes resté collé au document et je resterai là-dedans avec vous. Vous l'avez bien lu. L'intention, c'est ça qui est écrit là. Ce que le président de la République souhaite faire. Nous sommes d'accord. Donc, à l'œuvre, si ceux qui doivent constituer l'autre partie ne sont pas prêts, on ne doit pas lui demander de s'arrêter et de croiser les bras et de dire quand ils seront prêts, nous irons. Ah non, moi, je ne suis pas d'accord de ceux qui croient que le chef de l'État aurait dû peut-être abandonner les élections législatives en 2020 ou bien dire non, la Sénat a ouvert la porte à tous ceux qui veulent rentrer, ils n'ont qu'à rentrer, l'essentiel est qu'on aille aux élections. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien parce qu'il y a d'autres partis qui ont réussi à atteindre donc là-bas. Mais ceux-là n'ont pas 3 têtes. On avait comme impression à l'époque que certaines personnes avaient la volonté manifeste de ne pas aller aux élections. Pour objectif quoi? Empêcher donc le président de la République d'avancer, parce que si le Parlement n'est pas renouvelé et que si nous tombons donc dans un vide juridique, on pourra... Il y avait beaucoup de choses. Et si vous étiez président de la République, M. Kitty, vous n'allez pas attendre. Donc son intention est bien sûr de renforcer les institutions de contre-pouvoir. Mais si ceux-là qui doivent l'accompagner ne sont pas prêts, il ne doit pas s'arrêter à les attendre. Donc pour moi, dire que la réforme du système partisan est un échec, je crois que les acteurs politiques, ceux-là qui sont des acteurs politiques, ils savent que ça n'a pas été un échec parce qu'ils le vivent au quotidien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde fera le débat politique. Mais la compétition électorale restera l'exclusivité des partis politiques qui remplissent les conditions. Et plus de place aux aventuriers politiques. C'est le credo de tous les Béninois. D'ailleurs, Nathalie Kitty, votre vis-à-vis a évoqué tout à l'heure l'autre statut qui tenait à cœur aux politiques. Il s'agit du statut de l'opposition, sans qui beaucoup avaient les pieds et mains liés. Lentement mais sûrement, on y va.
progressivement. Votre vis-à-vis a souligné tout à l'heure, dans pas très longtemps, on espère bien que Dame Corona va vider les lieux et que les choses entreront à l'ordre. On ira à un autre scrutin. Et de ce scrutin, beaucoup de choses pourront se dessiner encore plus clairement. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un chantier quand même qu'il faut saluer? Le statut de l'opposition? Oui. Sous la forme Est-ce actuelle, que le statut de l'opposition a été adopté avec l'opposition ou bien sans l'opposition? Parce que c'est quoi votre regard? Vous avez suivi le débat. Hein. Est-ce que le statut de l'opposition dont vous parlez là, c'est adopté avec l'opposition ou sans l'opposition? C'est adopté par les députés représentés à l'Assemblée nationale. Adopté par les députés. Dans quelle situation et dans quel état se trouve l'Assemblée nationale aujourd'hui? Pour vous, c'est un préalable important. Je reviens. Je vais vous lire ce que le chef de l'État a dit à ce propos. Bon, allez-y. C'est ici. Donc, on va faire le débat sur la base du contenu. Allez-y. Il dit ceci. La stabilité démocratique et institutionnelle du Bénin est reconnue sur la scène internationale. Elle constitue d'ores et déjà un atout fort pour le pays, un véritable gage de confiance à mettre au service de son développement. Stabilité démocratique. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui il y a la stabilité démocratique? Et plus loin, il parle d'équilibre optimum des pouvoirs et contre-pouvoirs. Je l'avais déjà dit tout à l'heure. Et il fait un diagnostic. La surpuissance du président de la République face aux institutions de contre-pouvoir constitue une faiblesse. Aujourd'hui, là, on est passé de la surpuissance à l'hyperpuissance. L'opposition, de manière institutionnelle, n'existe presque plus dans notre pays. De manière institutionnelle. De manière institutionnelle, n'existe presque plus dans notre pays. Mais on peut encore reconquérir cela, non? Mais c'est le travail qu'il faut faire pour reconquérir l'état de droit. L'état de droit est fragilisé, l'état de droit a presque disparu dans notre pays. Donc, de manière institutionnelle, aujourd'hui, l'opposition n'existe presque plus. Et c'est la faute à qui? C'est la faute au chef de l'État. C'est la faute aux réformes qu'il a engagées à l'Assemblée nationale avant les élections de 2019. Vous vous rappelez, monsieur Coco, vous vous rappelez dans quelles circonstances le chef de l'État demandait au président de l'Assemblée nationale de faire voter les lois à l'Assemblée nationale les yeux fermés. Je ne l'invente pas. Joël, c'est là. Vous pouvez aller suivre. Les images sont encore là. Il a demandé. Et c'est dans ces conditions-là que les réformes ont été engagées pour nous conduire à l'exclusion de 2019. Aujourd'hui, l'opposition dont vous parlez, de manière institutionnelle, n'existe plus dans notre pays, étant donné que... ça peut être rétabli, vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est le travail qu'il faut faire. Alors, mais quand vous évoquez ces sujets, et je prends par exemple le travail que l'Assemblée a eu à abattre, mais là, est-ce qu'il n'y a pas une autre responsabilité autre que celle du chef de l'État? Le chef de l'État qui, depuis son palais, a de la vision, a des rêves, mais les autres aussi, dans leur couloir, ont des obligations. Et ça ne fait pas un peu trop facile pour un pays qui veut se développer qu'on trouve chaque fois que c'est le chef de l'État? Non, moi je ne pense pas. Parce que... Ah bon? Oui, c'est lui. Quand vous parlez de l'Assemblée, monsieur qui dit non, sérieusement, je demande à l'université. Je vais développer. Ok, j'ajoute ceci à votre actif avant votre développement. On a eu à l'Assemblée nationale un homme à la carrure d'un chef d'État, Maître Adrien Oumbidi. Prenez la Constitution. Oui. Il est le chef du gouvernement. Il détermine et conduit la politique de l'État. Et c'est pourquoi il a l'initiative des lois en concurrence avec les députés à l'Assemblée nationale. Et au sein de l'Assemblée nationale, vous avez des députés qui soutiennent
l'action du chef de l'État. Soit c'est la majorité, soit c'est la minorité. Mais au moment où il est venu au pouvoir, il y avait un équilibre majorité-minorité. Mais une fois arrivé au pouvoir, il a travaillé pour inverser la tendance. Et c'est ce groupe, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, majorité parlementaire acquise à la cause du chef de l'État, qui a initié la plupart des lois qui ont été votées. Donc, c'est une majorité qui soutient le chef de l'État. Et le chef de l'État est en rapport avec cette majorité-là. Lorsque, dans son programme d'action du gouvernement, il écrit, ou bien il fait écrire ce que je viens de vous lire, et il constate que dans la mise en œuvre, il n'y a pas concordance, il rappelle cette majorité-là à l'ordre pour lui dire, nous devons rester collés à ce que nous avons mis dans le document, mais ce qui n'a pas été fait. Monsieur Coco, rapidement sur la question, avant que je l'ai voulu. Je crois que les questions d'ordre politique, il faut qu'on les aborde avec beaucoup plus de patience. Hein, et que je voudrais rappeler à M. Kiti que nous sommes dans un environnement politique. Et c'est une course, c'est une compétition. Le chef de l'État, il est à la recherche en réalité de tous ceux qui vont l'aider à accomplir sa mission facilement. Mais comment voulez-vous que ce soit le chef de l'État qui doit aller constituer les partis politiques de l'opposition? Ce n'est pas lui qui doit aller constituer les partis de l'opposition. Et si ces partis savent que nous sommes... Je me rappelle quand le chef de l'État a rencontré les partis qui n'avaient pas réussi à obtenir leur certificat de conformité à l'époque. Il disait, je serai à votre place. Je ferai tout pour aller aux élections. Mais un parti de l'opposition qui sait qu'il doit rentrer dans la danse, qui doit participer aux élections, ne doit pas s'attendre à ce qu'on lui accorde de facilité, de crédit, ou dit, bon, maintenant vous avez des conditions spécifiques. Non. Patrice Talon n'a pas demandé à ce que, attendez, que ce soit seulement 2 partis qui aillent au Parlement. Et je l'ai dit tout à l'heure, comme M. Kiti l'a rappelé, la faute n'est pas à Patrice Talon si aujourd'hui on n'a que 2 partis politiques qui sont représentés. Moi, je n'ai pas dit ça. Qui sont représentés. Non, vous avez dit que c'est sa faute. Vous avez dit que c'est sa faute. Oui, voilà. Et je dis, ce n'est pas de sa faute. Parce que, à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a empêché, comment on les appelle, USL ou autres, d'aller aux élections. Ce n'est pas lui qui a empêché les FCBE d'aller aux élections. Non, parce que les lois qui ont été mises en vigueur pour ces élections-là ont été votées à l'Assemblée nationale où tous ces partis étaient représentés. Et là, si vous vous rappelez très bien, il y a des lois qui ont été votées à l'unanimité. Ce qui veut dire que tous ces députés ont lu et ont cru pouvoir se conformer à ces lois en les votant. Nous allons... Non, je n'ai pas fini. Oui, ok. En les votant. Donc, à partir de ce moment, il est facile de continuer toujours à dire exclusion, exclusion. Moi, je crois que si c'est en se fondant sur cet argument de dire que les gens ont été exclus, que on va soutenir donc l'échec du système, de la réforme du système partisan. Donc, c'est pas vrai. C'est vraiment faux. L'Assemblée, qu'on dit que oui, dans quelles conditions le statut de l'opposition a été voté. C'est le même Parlement qui a voté les lois d'amnistie qui ont permis de libérer plusieurs personnes pour des violences post-électorales, qui ont permis d'abandonner des charges contre d'autres. Mais ça, on l'a accepté. En ce moment, l'Assemblée n'était pas illégitime. Ouais. Kiti, je voudrais poser 2 questions, mais vous oubliez, vous réagir par rapport à ça. Il y a un aspect sur lequel je veux revenir aussi. Ok, allez-y rapidement. Il nous reste que quelques minutes. J'ai quelques questions à vous poser aussi. Donc, allez-y. La diplomatie économique, c'est dans la stratégie numéro 1. Oui. Je vous lis. Il sera également mis en place une diplomatie plus efficace envers le Nigeria en vue de favoriser le libre-échange commercial conformément aux dispositions des accords communautaires et bilatéraux. Avec le Nigeria. Oui.
Le réseau diplomatique béninois sera modernisé et mobilisé pour la réalisation du PAG. Les ambassades joueront un rôle crucial dans la conclusion de nouveaux marchés, la mise en valeur de la culture béninoise et la promotion du potentiel touristique. Vous avez vu récemment les ambassades qui sont fermées, le nombre et ce qui reste. Et pourquoi? Est-ce que dans ces conditions-là... On reviendra sur ces questions. Non, attendez, monsieur le journaliste, attendez. Une minute, le deuxième. Oui. La diplomatie plus efficace envers le Nigeria. On a fait la promotion de la contrebande et le Nigeria a fermé ses frontières. Et qui faisait la promotion de la contrebande? Monsieur Kitty, vous permettez, c'est des aspects qui, je pense, peuvent être versés à l'actif du bilan économique et on y reviendra, c'est promis. Il y a un grand chantier sur lequel tout le monde attendait. Patrice Talon, vous l'avez évoqué rapidement, mais il y a un aspect qui est très important sur lequel j'aimerais avoir quand même votre avis. La question du regroupement de formations politiques. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez souligner que là-dessus, tout est parfait, où il y a de petites touches à apporter? Quand je prends par exemple l'aspect du détachement de grandes figures derrière les formations politiques. Il n'y a au Bénin pas de formation politique sans qu'on ne voit vraiment un homme derrière. Quand on parle du PRD, on voit Maître Adrien Mbidi. Quand on parle de la RB, on voit Nicéphore Dieudonné Soglo, ainsi de suite. Avec ces regroupements aujourd'hui, est-ce que l'on est parvenu à aller au-delà de ces clichés? C'était une erreur. C'était une erreur que de construire des partis autour des hommes. Parce que les hommes ne pourront jamais être éternels. Alors, aujourd'hui, on est au-delà de ça, quand on prend les formations qu'on a? Nous sommes au-delà de cela parce que quand vous prenez les grands regroupements qui se constituent aujourd'hui dans le pays, ce ne sont pas des partis qui sont construits autour des hommes, ce sont des partis qui sont construits autour des idéaux. Merci beaucoup. Vous y allez aussi très rapidement, une minute, là. Je lui donne rendez-vous dans 2 ans, si M. Patrice Talon s'en va en 2021, ou bien dans 7 ans, s'il s'en va en 2026. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'erreur. Merci. La question de la transhumance, aujourd'hui, quel est votre regard? Comment vous l'observez? Nous ne vivons pratiquement pas de transhumance au niveau de l'Union progressiste. Nous sommes un parti en construction et les dirigeants actuels du parti sont à pied d'œuvre pour que nous puissions donc passer l'étape de la mise en place des structures pour commencer donc... Merci beaucoup. Vous, question de la transhumance? Le gouvernement encourage la transhumance politique. L'Union progressiste, le bloc républicain, ces 2 partis-là ont été mis en place par la transhumance politique. Ceux qui les animent aujourd'hui viennent d'où? Ils viennent de quel parti? Non, vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi la constitution de ces partis parce que ce que vous dites, non, parce que les partis ont été constitués. Vous n'allez pas dire que ceux qui constituent les partis aujourd'hui viennent de quelque part. Il faut voir. Malheureusement, c'est un petit complément. C'est la partie qui vous touche le plus. Non, Monsieur Kitty et Monsieur Coco, c'est vrai qu'on n'a pas les politiques. C'est pas évident que le temps nous suive. Une autre question rapidement. Oui. La question du pouvoir d'agent en politique, comment vous l'observez aujourd'hui? Le pouvoir d'agent en politique pratiquement a disparu. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous autres, à l'Union progressiste, vous avez vu, nous avons participé, nous avons fait les élections législatives et que la campagne s'est déroulée. Merci beaucoup. La question de l'agent, vous dites quoi? C'est la flambée. Il faut lire le code électoral. Le temps est complètement parti. Vous allez conclure sur cette question. Patrice Talon, 10 ans, qu'est-ce que vous en dites? Patrice Talon, 10 ans, c'est le peuple qui décidera et Patrice Talon avisera. Patrice Talon, 10 ans, qu'est-ce que vous en dites? Ce serait une erreur grave du peuple béninois. Merci d'avoir été des nôtres, M. Nathaniel Kitty. Merci également à vous, M. Mathieu Coco. Chers téléspectateurs, ce n'est qu'un plateau. Parmi tant d'autres, ne vous en faites pas, ils reviendront. Et d'autres aussi pour nous aider à apporter ce qu'il faut en plus pour permettre au Bénin de se hisser encore très haut. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Je vous force compagnie sur cette citation de l'artiste écrivain ivoirien Amadou Kourouma. En lien avec le thème du jour, mais bonne méditation chez vous. Il dit, si la hyène est en permanence en éveil, c'est parce qu'elle sait qu'elle a très peu d'amis sincères sur cette terre. Prenez soin de vous. Demain, un autre jour, pour d'autres faits à partager avec vous. À très bientôt. Au revoir.